Il est 8h et vous êtes à votre émission d'analyse et de décryptage. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Je suis avec les juges au siège. Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Ce matin, c'est l'acte 4 des séries de convocations sur les dossiers relatifs aux conditions de vie et d'études dans les universités publiques au Burkina Faso, et cela en lien avec la situation à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Après les syndicats des étudiants et le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques, nous avons à la barre ce matin Dr Sébastien Youkbari, directeur général du Centre national des œuvres universitaires CENU. Bonjour et bienvenue. Bonjour, le tribunal. Voilà, avec vous, nous allons parler de la digitalisation des restaurants universitaires et aussi parler des autres missions de votre structure. Mais avant, nous allons comme d'habitude ouvrir cette émission avec la première partie, les avant-propos. Juge Bougouma, vous avez la parole. Merci président, mon avant-propos va concerner le Mali, où la France dit suspendre ses opérations en attendant un gouvernement civil, naturellement qui va venir des élections, parce que là on est pratiquement en plein pied dans la transition. Je vois également que toute la communauté internationale avait refusé de faire ce qu'elle est en train de faire actuellement. C'était de reconnaître un coup d'État en bonne et due forme, mais je ne sais pas s'il faut l'appeler quoi, diplomatique avait prévalu. Quel qualificatif trouver? On avait dit bon, c'était un coup d'État assisté. Moi j'insiste toujours sur cette affaire-là parce que je n'ai jamais compris un coup d'État assisté, une démission assistée. Moi j'ai jamais compris ça. Il ne pouvait pas descendre du fauteuil, il faut l'aider à descendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc mais ça a été embelli comme ça pour que ça passe. Et donc imposer une transition civilo-militaire ou militaro-civil, c'est selon. Et puis bon, on a commencé à faire, sauf que c'était très difficile, parce que ceux qui avaient la force des armes, qui ont débarqué IBK, entendaient assumer leur pouvoir jusqu'à terme et avaient trouvé un autre moyen de l'exercer sans être président ou premier ministre. Donc en étant un vice-président et en ayant des hommes clés dans l'appareil, naturellement c'est contrôlé de façon soft. Sauf que le tandem n'a pas très bien marché, et puis bon, ces messieurs ont décidé maintenant de s'assumer à visage découvert. Donc on a une communauté internationale qui fait semblant d'avoir été surpris par une telle situation, mais qui n'est pas vrai. Donc la CEDEAO, alors que quand il y a un coup d'État, par principe on vous suspend. Donc la CEDEAO suspend, l'Union africaine emboîte le même pas, et puis bon, c'est la France qui suspend aussi ses opérations militaires. Mais j'ai dit, quand c'est un coup d'État, c'est comme c'est des suspensions de principe. Nous, pendant la transition, la coopération belge, canadienne, avait suspendu leur coopération, parce que pour eux, ils disent que c'est un principe. Même quand on avait des insurrections populaires, ils disent oui, c'est un État d'exception dans lequel eux n'interviennent pas. Ils suspendent quand les élections sont terminées et que le gouvernement, tout a été remis en place. Ils sont revenus. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est d'abord des principes. Mais en même temps, la leçon qu'on tire, parce que hier, quand la France a fait son annonce, on regarde les commentaires, il y en a qui disent c'est foutu pour le Mali, coup dur pour le Mali, maintenant. Il y a d'autres également qui viennent pour dire heureusement. Bon, donc il y a aussi cette donne que quoi qu'il en soit, c'est à nous Africains d'abord de nous assumer. Les autres viendront nous aider, donc viendront donner un coup de main. Comme par moment aussi nous partons donner un coup de main. Il y a eu l'histoire où nous sommes aussi allés donner un coup de main. Mais les premières lignes, c'est eux qui les occupent. Mais à un moment donné, au nom d'une solidarité des peuples ou bien d'un quelconque complexe d'infériorité et ou de supériorité, nous sommes dans la donne que bon, sans eux, sans eux, sans eux. Mais en même temps, un jour, on n'aura que nos yeux pour pleurer quand ces cas arrivent. Donc, c'est aussi un début de prise de conscience de mon point de vue. Plutôt que de s'alarmer, c'est mieux de se regrouper, de se relever et puis y avancer. Parce que bon, j'ai dit, peut-être ça surprit beaucoup cette donne, mais bon, je pense que février aussi n'est pas loin et les Maliens ont la capacité de pouvoir faire également tenir les élections à bonne date pour le bonheur du peuple malien.
Merci pour cette lecture sur la situation malienne. À présent, nous allons écouter ce qui a retenu l'attention du juge Vara pour cette dernière convocation. Oui, merci Président. C'est toujours le même Mali, mais il y a un autre aspect. On a vu la rencontre entre Goïta et les anciens mouvements rebelles. Vous savez, les mouvements de l'Azawad. Et le point, c'était la question de l'application de l'accord d'Alger, qui, on se rappelle, a été signé en 2015. Et les discussions, ce qui est intéressant, il y a quelqu'un qui était foncièrement contre cet accord-là, qui y voyait un genre de partition du pays. C'est celui d'ailleurs qui est pressenti pour être Premier ministre, Choguel Maïga, donc qui, aux côtés de Goïta, a donc assisté à cette rencontre-là. Et de ce qu'on retient, c'est qu'au sortir, ils se sont entendus. Donc il y a ces mouvements-là qui soutiennent la transition, parce que l'un des irréductibles et pour fondeur de cet accord-là, s'il sera Premier ministre, il faudrait qu'il sache clairement où on va, parce que le monsieur, on connaît ses positions, et si d'aventure ça doit prospérer dans un gouvernement, c'était sûr que ces mouvements-là n'allaient pas y venir. Donc ils ont aplani les choses. Je dis, bon, peut-être que si d'un côté il y a la France qui commence à retirer un pied, dans tous les cas, la solution ne devra venir que des Maliens eux-mêmes. Et je crois que ça, ils l'ont compris. Maintenant, ceux qui dans une certaine passion pensent que bon, au revoir la France, bonjour la Russie, sûrement qu'on sera sauvé. Je dis, ceux qui disent on est indépendant, l'impérialisme c'est pas ceci, c'est ceci. On ne quitte pas la France et s'orgueillir et se gargariser d'être avec la Chine et sous un genre de relation qui n'est rien d'autre que quitter un joug pour un autre jour. Je crois que quand on est indépendant, on se donne les moyens par soi-même de trouver ses solutions, en collaboration avec les autres. Mais ne pensons pas que ce que les Français n'ont pas réussi, c'est les Russes qui vont le réussir pour nous. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire le calcul. Parce que ce soit la Russie qui vienne, que ce soit la France qui soit là, la solution est d'abord malienne et elle doit être pensée malienne. Et je dis ça, c'est valable pour la plupart de nos pays africains, pour tous nos pays africains. C'est pas quitter un jour pour un autre jour qui va nous sauver. Ça, il faudrait que ça, on se le tienne pour dire. Merci, messieurs les juges. Merci ici également à l'équipe de réalisation de cette émission qui permet d'assurer le direct du lundi au vendredi. Docteur Sébastien Djougbaré est notre convoqué du jour. Je rappelle qu'il est le directeur général du Centre national des œuvres universitaires CENU. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre convocation. Avec vous, nous allons parler de l'épineuse question de la digitalisation des restaurants universitaires. Ça fait grand bruit. On a reçu ici la coalition des structures syndicales des étudiants de l'université de Koudougou qui apparemment sont contre cette innovation-là. Mais peut-être avant d'en venir, nous allons peut-être parler des questions de généralité. Déjà, présentez-nous le CENU en partant des statuts. Quel est le statut du CENU actuellement? Service déconcentré de l'université de Ouagadougou, ou bien vous êtes rattaché au ministère en charge des enseignements supérieurs? Merci, je vois que c'est la question souvent, en fait, la méconnaissance souvent entretenue, le statut du CENU. Le CENU, c'est un EPE. Et donc le CENU, ce n'est pas l'université Joseph Kizerbo, entre-temps, auparavant, université de Ouagadougou, qui était l'unique université. On comprend bien que du fait que ce soit l'unique université entretenue jusqu'à l'avènement des 13 régions et l'installation des universités, leur autonomisation, nous qui sommes passés par là-bas, on a l'impression que l'université, le CENU, c'est un service, une direction de l'université. Le CENU, ce n'est pas une direction de l'université ou des universités. Le CENU, c'est le service social universitaire qui est qu'on a érigé en EPE. Et le CENU a été créé en octobre 1977 et fonctionne aujourd'hui vraiment en EPE et a des services déconcentrés et non pas des services décentralisés, a des services déconcentrés là où se trouvent les universités publiques et privées conventionnées. En clair, c'est pour dire que le CENU, il y a une direction générale avec des services, des directions centrales et maintenant il y a les services des directions déconcentrées dans
chacune auprès des universités. Mais pour dire, le SENU c'est quoi? C'est un service, c'est une direction générale qui est rattachée, qui émane du ministère de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, avec la tutelle aussi du ministère du MINEFID. Donc le SENU ne gouverne pas seul parce que c'est un enjeu social pour faciliter, voici sa mission, c'est faciliter l'accès à la formation aux études des étudiants au travers des œuvres sociales. D'accord. Monsieur le juge, nous sommes dans les questions de généralité. Oui, effectivement, c'est le social, mais ce qui est plus connu, c'est le restaurant universitaire, alors qu'il y a le service social, les questions de santé, d'hébergement et tout, comment on appelle ça, qui est à la charge du SENU. Mais aussi le volet sport, on était habitué aux Jeux universitaires, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qui se passe? On était habitué aux Jeux universitaires, il faut se rappeler, grandeur nature, il faut se rappeler, c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'abord et de vous traduire toute la gratitude des premiers responsables du ministère. Je vais parler du professeur Alkassou Maïga que vous connaissez bien, qui tient le développement institutionnel des universités burkinabé, de la recherche ainsi que des innovations. Le SENU reste généralement dynamique dans ce qui lui revient et dans ce qu'on attend de lui. Le SENU, Centre national des œuvres universitaires, a plusieurs missions, à savoir, j'allais même mettre la restauration et le logement en dernière position pour d'abord dire il y a la promotion de la santé et l'action sociale et la prise en charge des personnes vulnérables. Nous sommes dans un contexte de jeunes et rappelez-vous que la jeunesse estudiantine, j'allais dire, c'est notre fer de lance de la jeunesse burkinabé, du fait de leur instruction. Il faut dire que nous pouvons compter sur eux pour porter haut le flambeau. C'est dans ce sens que le sport, là c'est un autre service, il faut assurer leur santé physique, mentale et au plan humanitaire, secourir du fait des problématiques sécuritaires et des crises, j'allais dire, au niveau de la santé qui s'imposent. Il faut compter aussi que nous recevons énormément de Burkinabés de l'étranger. Nous sommes plus de combien de millions en Côte d'Ivoire et pas moins de 1000 étudiants viennent de la Côte d'Ivoire chaque année. Et le SENU, et j'allais dire nos universités, doivent se préparer à être en phase avec le traitement des grands nombres. C'est pour ainsi glisser vers la digitalisation, mais soit... Donc, nous avons la santé, la promotion de la santé, l'action sociale et la prise en charge des personnes vulnérables, donc le côté humanitaire. Nous avons le service, la direction des loisirs, des activités culturelles et du sport. Voilà, c'est là. Et pour dire, les grands sportifs, j'allais dire les meilleurs, ceux qui portent haut le nom de ce pays très cher, notre drapeau, ce sont nos étudiants. Ils n'ont pas seulement à se disputer autour du plat et autour du logement, ce sont nos étudiants. Et on remarque bien que quand ils sont occupés à ce niveau, ils sont plus, j'allais dire, leur activité cognitive, leur pensée ne se porte pas trop à des conflictualités. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'entretenir ce qu'on appelle le sport universitaire, la coupe, comment on appelle, les compétitions inter-universités. Et toutes les universités sont engagées et chaque week-end, comme le championnat national, nous sommes sur les terrains de jeu et nous invitons les télévisions privées et j'allais dire étatiques à aller couvrir les événements pour rendre visible, c'est ça. Il y a un problème de visibilité et c'est ça pour cette année nous avons dit nous prenons le pas à ce que l'activité sportive, les activités culturelles et les loisirs soient visibles. À ce propos, nous allons sous peu vers avant de boucler la fin de l'année en juillet, tenir notre coupe, la coupe interuniversité, et ça sera ponctué de quoi? Des activités culturelles, et ça sera ponctué aussi de la question des jeux universitaires. Le Burkina doit organiser ces jeux universitaires, et nous y sommes.
ça sera les pays voisins, la CEDEAO est vraiment intéressée à nous appuyer sur cette question. D'accord. Juge Varin. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. On a fait plusieurs reportages. Mais je n'ai pas fini. D'accord, pas fini. Là, Terminé. c'était l'aspect, puisque vous avez voulu comprendre les œuvres universitaires. Nous avons le sport, j'ai dit. Nous avons la santé, j'ai dit. Et ce n'est pas fini. Nous avons le sport, la santé. Nous avons le RU, comme on a l'habitude d'entendre. Nous avons l'hébergement. Et le SENU disponibilise l'hébergement, disponibilise les services de restaurant à nos étudiants. Au-delà de ça, le SENU, dans la perspective santé mentale, a ouvert un service de psychologie clinique et d'addictologie. Les psychologues cliniciens, c'est des spécialistes de sciences humaines et sociales formés dans nos universités ici. Et le minimum pour être psychologue clinicien, ce n'est pas un médecin ni un psychiatre, c'est un spécialiste en sciences humaines qui porte le traitement mental à travers les aspects culturels et bien sûr tout en reposant sur l'activité justement mentale. Donc nous avons le service de psychologie clinique parce qu'il y a trop avec les problèmes sociaux, avec le stress, le travail scolaire, il y a plein de détresse à l'université et nous sommes ouverts à accueillir et le personnel et les étudiants. Il y a la question de la jeunesse avec la dépendance alcoolique, les dépendances aux produits. Nous avons tout un service, c'est le même service qui s'en occupe. À côté, pour en finir, nous avons innové en préparant les étudiants ce qu'on appelle un service de développement professionnel. Parce qu'ils sont laissés à la traîne après l'obtention de leur diplôme parce qu'on les accuse de n'avoir pas d'expérience professionnelle. Il faut profiter, les mettre en stage. Juge va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être je vais me permettre une question de généralité. Oui. Mais moi je voulais répondre sur ça. Oui, allez-y. Parce que nous avons reçu les étudiants il n'y a pas longtemps. Et puis bon, après, vous savez, après on discute et tout. Et il nous est revenu que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de suicides d'étudiants. À Koudougou, il en a parlé, il dit même à Ouaga aussi. Je ne sais pas si vous êtes informé. Si c'est bien que vous parliez de cet accompagnement là, psychologique. Je ne sais pas si peut-être ils ont décelé vous dites qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de stress, donc il y a beaucoup de pression, donc il y a beaucoup qui se retrouvent dans des situations assez fragiles. Mais on entend parler beaucoup de suicides. Oui, bien sûr, on entend parler beaucoup de suicides. Vous savez que les voies d'entrée de la demande en santé, plus particulièrement en santé mentale, ce n'est pas seulement les services organisés, les services de santé. Et donc il y a plusieurs entrées, d'autres partent en psychiatrie, d'autres partent dans les cliniques, d'autres sont aussi dans les pratiques magico-religieuses parce que c'est lié au niveau de civilisation que nous avons. Donc l'un dans l'autre, pourquoi il y a des suicides? Parce que le taux de dépression est davantage élevé dans des sociétés en développement. Ça c'est clair. Dans les sociétés en développement, en prise avec l'idéal, c'est des jeunes. Nous avons la jeunesse, c'est quoi? Du point de vue psychopathologique, il y a trois types d'angoisse. L'angoisse de castration, l'angoisse de morcellement et l'angoisse de perte d'objet. Être jeune, un jeune adulte. Les étudiants, c'est des jeunes adultes. Par ailleurs, ce n'est pas l'âge qui fait la raison. Il peut avoir l'âge de 18, 19, 20 ans, mais du point de vue développemental, rester dans des stades antérieurs. Okay? Ça, c'est lié à son histoire de vie, à la formation de la personnalité. À cela s'ajoutent les contingences sociales, telles que le poids de l'étude, telles que les séparations. Qu'est-ce que les indicateurs que vous avez le plus pour ces cas de suicide? Est-ce que je veux c'est la perte idéale, l'angoisse de perte d'objets. C'est des étudiants qui s'éloignent, qui sont loin de leurs parents. N'est-ce pas? C'est des étudiants qui sont confrontés à des retards, dans leur parcours. C'est des étudiants aussi qui sont dans des groupes sociaux et ce n'est pas que l'université, c'est le phénomène social. Et il y a des étudiants qui sont dans des addictions, des dépendances aux substances, etc. Donc il faut
recevoir ces étudiants pour poser un diagnostic sans pour autant rester à se contenter d'en parler du phénomène. Il faut un diagnostic. Voilà pourquoi nous avons organisé un cadre d'écoute, d'accueil d'écoute et d'exploration, de diagnostic et d'accompagnement pour davantage les aider à mettre en mots les souffrances individuelles et collectives, par quoi ils peuvent justement, dans un détour de leur propre histoire de vie, être capables de se confronter aux exigences de la vie qui s'imposent à nous. C'est très important. J'avais une autre question, mais comme vous avez une question... Oui, avec votre élance, ma question de généralité devient sans objet, donc vous avez la parole. D'accord, j'ai dit que j'allais mettre les pieds dans les plats. Oui. Quand on parle de l'étudiant burkinabé, c'est mal nourri, mal logé, pratiquement délaissé. J'en veux pour prouver plusieurs reportages que nous avons pu faire dans certaines cités où eux-mêmes parlent de leurs conditions, où avec nos caméras, nous constatons là où ils vivent. Ce n'est pas seulement une caricature, peut-être les gens penseront, mais c'est un peu un fait. Vous avez à charge ces questions-là. J'imagine que les critiques fusent de toutes parts concernant le monde estudiantin lui-même, parlant de ces jeunes-là. Comment vous expliquez cela? Alors, vous dites quelque chose et vous vous défendez par vous-même. Vous dites que vous avez fait des reportages. Nous avons fait des constatations. Ça nous amène à dire qu'ils sont mal nourris et mal... Ils disent eux-mêmes qu'ils sont mal nourris. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont mal nourris. Nous avons constaté au moins à travers le reportage des lits, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans des états avec des toilettes. Absolument. Des étudiants qui sont obligés de veiller pour garder leur engin. En fait, il y a beaucoup de situations. Quand vous regardez même le bâtiment, vous vous rendez compte que c'est quand même un bâtiment qui a beaucoup d'années et qui n'a pas forcément été revu. Oui, je veux dire, c'est dans ce cadre-là. Il y a des réponses. Il y a des réponses institutionnelles et j'allais dire, et de la planification au plan économique. Voilà pourquoi il y a Minifid et le ministère même de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Il y a des réponses. Tant que vous ne planifiez rien et tant que vous ne tenez pas compte de la modestie de notre budget national et que vous ne... Justement, c'est la question de planification par rapport aux ressources nationales, n'est-ce pas? Il faut sortir de l'idée d'idéalisation des fils du pays. Oui, en religion, Jésus, c'est l'enfant attendu, l'enfant idéal, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'enfant omniscient, omnipotent. N'est-ce pas? Dans la réalité, lorsque nous fonctionnons à l'image de ce qui est propre à la jeunesse, c'est-à-dire des contextes d'ados, des contextes de jeunesse, en quête, c'est la question de la quête identitaire, et qu'est-ce que je serai demain, n'est-ce pas? Donc, les services octroyés à ces étudiants, ils ont le droit de juger sur la qualité et sur la pertinence de ces services. Ils ont le droit de fantasmer. Sans fantasme, on n'a pas la liberté. Ils vont vous dire, c'est pas suffisant. Comme disait le bon burkinabé, c'est bien, mais c'est pas arrivé. Donc nous sommes dans ce pèlerinage perpétuel, comme diraient certains philosophes. On n'est jamais satisfait. Mais concrètement, quand vous dites que nos bâtiments sont vieux, bien sûr, mais il y a tout un... Allez voir à l'université à Cuba et à Bobo Dioulasso. C'est une cité moderne. Allez voir à UTS, Université Thomas Sankara. C'est une cité moderne. À Koudgou, c'est une cité moderne. Et ces cités, c'est plus de 1500, environ 1500 places en construction, construites comme en construction. Et cela va se continuer, j'allais dire, dans la planification. Ce n'est pas la génération spontanée. Il faut programmer la mise en place des infrastructures. Et maintenant, quel est le comportement humain face à notre environnement? N'est-ce pas? Vous allez dans les cités au niveau de Thomas Sankara. L'usager fait quoi de son environnement? Il faut une éducation, j'allais dire, à la protection de l'environnement. Il faut une éducation à la tenue de ce qu'on nous offre. Nous qui avons des enfants tous à la maison, comme ces jeunes qui sont nos enfants par ailleurs, nous n'allons pas nous autoriser à dire c'est le bien de l'État, on va les fourvoyer. C'est la question de vivre ensemble. Voilà pourquoi, dans la gestion des cités, il y a des comités de gestion des cités, encadrés par le personnel de CENU.
n'est-ce pas? Et c'est pour la tenue de notre scène, de notre environnement. Donc il ne faudra pas dire seulement qu'ils sont dans des cités usagées. Non, c'est toujours habitable, mais c'est mal entretenu d'autre part par eux-mêmes. Et là c'est sûr. Allez les demander combien de fois vous voyez des jeunes dames qui, quand vous les voyez, propres de l'extérieur, mais du point de vue d'entretenir son milieu, il y a toute une sensibilisation à faire. Ce n'est pas nous qui allons balayer les chambres pour chacun, enlever les toiles d'arrière. Donc, autant, par exemple, d'un certain moment que vous connaissez dans ce pays, je voyais tout le Ouagadougou badigeonné en blanc. Il n'y a pas longtemps. Ceux qui sont de notre âge, n'est-ce pas? On voyait des écoliers entretenir leur environnement, n'est-ce pas? Donc, pour vous dire que du point de vue du développement institutionnel, il y a des constructions de cités qui sont programmées. Il y a même au niveau du ministère un projet cité universitaire. Tout ça, c'est pour la facilitation et l'accès, comment on appelle ça là, à la formation, entretenir, accueillir ces enfants tels qu'ils se doivent. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres points que vous voudrez bien que j'ajoute, parce que vous avez mis plusieurs. Oui, ce que vous dites est intéressant, mais il y a... Pas seulement intéressant, pas seulement intéressant, c'est la réalité, parce que nous sommes venus pour vous donner un discours de vérité, parce que en tant que premier responsable, on va se décharger de l'idéalisation pour dire voici les possibilités de l'État, voici ce qui est fait, voici ce que nous devrons entretenir ensemble pour un vivre ensemble. Quand c'est la réalité, c'est intéressant. Voilà pourquoi quand vous dites nous sommes allés constater, moi je suis psychologue, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se recourt à ce qu'on constate, c'est le formalisme, sans connaître la dynamique interne qui prévaut pour entretenir un environnement. J'ai l'impression que dans notre procédure de métier qu'on vient constater avec une caméra, c'est pas philosophique. Hein. Vous savez que constater l'échantillonnage, on vient constater, mais ça ne fait pas l'unanimité de l'ensemble des environnements. On est d'accord. Il faut décharger un peu. Je pense qu'on va pas faire. On va pas vous laisser rester dans un sélectionnisme. Un échantillon qui ne tient pas. À ce rythme-là, on va rentrer dans les définitions de concepts. Absolument, c'est très important. Quand on parle pour chercher de l'information, on a un cadre logique qui tient. Vous avez parfaitement raison. J'ai dit ce que vous dites est intéressant. Pour reconnaître cela. Ce que vous dites est intéressant. Oui. Entre ce qui est planifié, une direction qui s'occupe des cités universitaires, et l'entretien de l'existence, c'est deux choses différentes. Entre effectivement des étudiants qui n'enlèvent pas eux-mêmes les toiles d'araignée, qui n'étudient, c'est ce que vous dites, je prends vos propos, qui ne nettoient pas leurs chambres, c'est deux choses différentes. La différence, c'est que vous avez une chambre avec un lit qui est devenu désuet. Alors la question, c'est l'étudiant qui aura remplacé le matelas. Alors, je vous pose une question. Qui vous a dit que l'étudiant doit remplacer son matelas? Nous avons des services. Je vous donne une réponse. Nous avons un service social, nous avons un service logement, dans ce qu'on appelle direction, logement et restauration. Il y a un service logement qui est chargé de recueillir les besoins des étudiants, de suivre le matériel de nos cités et de pouvoir acquis de droit. Ok? Donc, vous avez des preuves que nous avons refusé de changer un matelas. J'ai l'impression que vous ne répondez pas à ma question. Vous pensez Quelle est votre question? Ma question, c'est de savoir qui est chargé de remplacer les matelas usagés. Parce que qui est chargé de la construction de la cité, c'est connu. Qui est chargé de mettre toute la logique pour que ça marche, ça c'est connu. Mais maintenant, l'entretien de la chambre là incombe à celui qui dort. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, je dis, quand le matelas est déchiré, qui est chargé de le remplacer? C'est dans votre planification. Ça va de soi? Il n'y a pas de. Parce que quand je vous ai entendu parler, vous n'avez pas fait cas dans la planification là du remplacement de ce matériel. Alors qu'on a vu des matelas déchirés dans le reportage. Vous avez fini dans des... Moi, je pose la question. C'est pourquoi j'ai dit ce que vous dites est intéressant, mais il y a effectivement que après
après il y a un problème d'entretien, mais quand c'est usé, quand c'est vieux, c'est vieux. Le matelas, quand il a affaissé, il a affaissé. Mais qui le remplace? Quand vous êtes juge au tribunal, c'est quoi? Juge Bougma. Juge Bougma. Très bien. Mais ce que vous dites, c'est une évidence. Vous savez, les évidences, ça ne se discute pas. Mais vous n'en avez pas parlé de planification de j'ai parlé de planification de la construction. Mais pas de remplacement de... Mais qu'est-ce que ça veut dire que planification? Écoutez-moi, écoutez. Quand vous dites planification de remplacement de matelas, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sans ignorer que pour une institution comme la nôtre, qui est la plus importante en termes d'accueil, nous savons, puisque nous en avons, pourquoi un service qu'on dénomme service logement et restauration. Parce que justement, ce service a en charge justement de veiller à l'application, à des réponses, de donner des réponses adéquates aux problèmes qui se posent. S'il y a des matelas qui sont usagés et que vous avez eu la chance de filmer, et si le problème est posé, le problème est traité. D'accord. C'est pas parce que vous avez vu dans un instant T des matelas usagés que c'est pas changé. Allez par exemple à la cité. Non, là où je ne suis pas d'accord avec M. Bougma, c'est de faire croire qu'on n'a pas planifié. Tout est planifié. En fait, c'est là où on ne se comprend pas. Mais c'est là que vous ne comprenez pas, je vous éclaire. Non, je vais, Président, préciser votre question. Parce que vous parlez de planification. Je parle de planification. C'est dans un plan d'action. Est-ce que vous pouvez demander au DG... Précisez votre question. Précisez votre question. Je vais vous demander de demander au DG de se détendre. Ah non, je suis bien détendu. Ah non. Ne me prêtez pas des sentiments, monsieur. Ne me prêtez pas des sentiments, monsieur Bougma. Vous devez vous détendre. Deuxième constat. Ne me prêtez pas des sentiments. Deuxième constat. Je suis très bien détendu. Voyez-vous, c'est pas... Ah non, voyez-vous, mais ne me jugez pas. On va permettre... Mais c'est vous m'avez pas laissé terminer. Vous avez posé une question, vous ne m'avez pas laissé terminer. J'ai besoin de préciser sa question. Précisez votre question. Qu'est-ce que c'est que... Je suis détendu, monsieur. C'est mon boulot d'être détendu. Moi, ma question était simple. J'ai dit ce qu'il a dit, c'est intéressant. Il a déjà attaqué mon mot intéressant avant que je ne finisse même ma question. Quand j'ai dit ce que vous dites est intéressant, monsieur est rentré avant même que je ne finisse ma question. Alors que ici, nous écoutons totalement avant de pouvoir réagir. Donc j'ai dit que ce que DG dit, c'est intéressant dans la planification, la construction de nouvelles cités universitaires, l'équipement. Il a cité des universités. Et dans ce qu'il dit, j'ai constaté qu'il n'a pas fait cas du remplacement de certains lits qui sont usagés. Et je voulais savoir si c'est prévu dans la planification. Je n'ai même pas pu terminer. D'accord. Alors que si j'avais pu terminer, il aurait pu comprendre ce que je veux dire et puis répondre, dire oui, effectivement, il y a des cas où à un moment donné, entre signaler qu'il y a un matériel désuet et le temps de remplacement, vous avez le temps de constater. Effectivement, nous sommes arrivés à un moment donné où ce n'est pas encore remplacé, on l'a constaté. Si ça a été remplacé, c'est remplacé, on continue. C'est simple. Je pense qu'on est d'accord sur la question. On va aller à l'essentiel. Non, mais je peux répondre là. Oui, allez-y. Parce que on a un sujet principal qui nous... Oui, justement, je vais répondre parce que nos services travaillent, répondent aux missions qui leur sont assignées. Je sais qu'il faudrait intégrer. D'accord. Il faudrait intégrer que nos services répondent aux missions qui leur sont assignées. Rien que hier, des véhicules étaient en panne, ils sont partis, mon propre véhicule, ils sont partis, on a changé les roues, on a changé les pneus. Et nos services répondent aux missions qui leur sont assignées. Voici pourquoi je suis là. Nos services répondent aux missions qui leur sont assignées parce qu'il y a un service qu'on appelle toute une direction de logement et la restauration. Et ces bonnes personnes qui y sont savent bien répondre aux besoins exprimés. Et quand les besoins sont exprimés et quand les contrôleurs observent les irrégularités, les choses sont faites. Là, c'est différent d'une planification que l'on voit au niveau programmatique. Dans la programmation, ces éléments vont de soi. D'accord. Changer un lit, ça va de soi. Merci DG. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes dans la planification et dans la projection. Ouais. Et dans cette dynamique-là, on a vu des innovations, notamment au niveau des restaurants universitaires. On a parlé de la question de la digitalisation. Première question, Dr Yougoubaré. Qui porte le projet de digitalisation? Est-ce que c'est le CENU? Est-ce que c'est le ministère? Ou bien c'est le MINEFID? Merci. Quand on dit ça, d'abord, hiérarchiquement, c'est une mission du ministère, donc du gouvernement, du ministère, et les deux ministères sont ensemble pour justement porter la réalisation, la mission CENU.
Et dans ce sens, la digitalisation, c'est le ministère qui porte et nous en sommes les exécutants en tant que service spécialisé du ministère. D'accord. Jiva. On a entendu les étudiants sur le Koudgou dire que pour ce qui est de la digitalisation, du retour qu'ils ont pour ceux chez qui ça avait déjà commencé, il y avait d'énormes problèmes. Et donc ils étaient craintifs que cela s'applique à eux au regard des retours qu'ils avaient et tout. Est-ce qu'il y a vraiment problème? Parce qu'à un moment donné, nous avons aussi appris qu'après on est revenu au ticket comme on les avait dans le passé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien c'est une mauvaise perception, des choses cool comme ça devrait se faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors si j'ai bien compris, les étudiants se plaignent. Voilà. Ils ont des craintes. Ils ont des craintes, c'est normal. Tout nouveau produit, tout changement est source d'angoisse. Et nous sommes portés à accueillir cette angoisse et à porter des réponses adaptées à ça. Tout en expliquant, parce qu'il faut sensibiliser. Il faut les accompagner à comprendre les innovations qui tiennent pour leur bien. Voilà. Donc, peut-être pour le cas des craintes, ils ont été assez clairs. Pour bénéficier des services du CNO, en tout cas pour les restaurants, dans le cas de la digitalisation, il faut être fiché, il faut être dans les bases de données de Faso Campus. Est-ce que c'est une réalité? Et si c'est le cas, est-ce que la crainte des étudiants n'est pas justifiée? Il faut être étudiant pour avoir accès aux œuvres universitaires. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur Campus Faso, il faut être étudiant. Et la difficulté, justement, nous avons des non-étudiants qui mangeaient. Et donc, vous voyez, pour servir une cible et on en trouve d'autres cibles, ça veut dire que nous ne rendons pas compte que c'est un système performant quand des non-étudiants profitent de certains dispositifs qu'on disait fonctionnels à un moment donné, parce que quand nous autres on était étudiants, on était facilement contrôlables en termes de nombre. Aujourd'hui, nous servons des grands nombres. Donc, dans ce grand nombre, il y a des gens qui, soit ils ont fini leur parcours et ils sont toujours là. Et je crois qu'à l'université de Koudgou, nous avons même vu certains qui signaient des actes pour mobiliser les étudiants, mais qui, en tout cas, notre grand étonnement, c'était ahurissant de voir que ce ne sont pas des étudiants, mais c'est ceux qui tiennent. Donc, c'est dans la même veine, nous avons par exemple des non-étudiants qui rentraient avec des tickets. Puisque les tickets, quel est le problème? On photocopie les tickets et on fait nourrir d'autres personnes. C'est ça qui a amené d'autre part l'évolution vers un système de contrôle fiable. D'accord. Alors, ce qu'ils disent en fait, c'est qu'il y a, ça ne fonctionne, le système ne fonctionne pas, en tout cas, du tout qu'ils ont comme cela devrait l'être. Je comprends. Et voilà. Et ils ont posé un certain nombre de problèmes et concernant déjà les cartes, ils disent quelquefois au lieu de régler la question de la file, ça crée même beaucoup plus de problèmes parce que le fonctionnement quelquefois il n'est pas si fluide que ça. Et puis deuxième élément, pour ceux qui sont à Koudgou par exemple, ils posaient la question des téléphonies, comment dire cela, ce qu'ils proposaient en termes de recharge via les paiements électroniques et tout, et pour eux ça risque de leur poser problème. Alors que quand on regarde aussi dans le process pour le mettre en place, cette digitalisation, on a vu à un moment donné qu'il y avait eu des, comment est-ce qu'on appelait ça, il y a eu des cas qui ont été pris au départ, comme on dit, avant de l'élargir. Donne-moi le bon terme, je cherche encore. Pilote. Voilà, pilote. Il y avait des projets pilotes, oui. Il y avait des projets pilotes. Oui. Et puis après ça a continué. Et après on apprend qu'on revient encore à la. Je comprends. Est-ce que tout ça là, ça ne prouve pas qu'il y a des petits problèmes dedans? Est-ce que tout est vraiment ajusté? C'est ça en fait. Vous avez bien fait de dire tout ça. Il y a eu un processus. Le processus qui émane que nous tous peut-être nous avons observé quand on était étudiants aujourd'hui. Il y a eu des processus de plaques, après le processus de cartes, de tickets, après il y a eu bien d'autres processus de cartes magnétiques et aujourd'hui nous sommes dans un processus qu'on appelle pour arrimer avec le système d'achat international et national en accord avec les usages de banque parce que le CNU doit contrôler ses dépenses
n'est-ce pas, et contrôler, comme je disais tantôt, les entrées. Effectivement, il y a eu toute une évolution, mais dans le sens de performer et de contrôler et les coûts, et de réduire les risques, et bien sûr de répondre à la question. Vous avez parlé d'un problème central, de longues files d'attente. Justement, avec un ticket, ils sont arrêtés, et certains même se désarment, ils sont obligés de partir. Seulement, avec les cartes magnétiques aussi, nous avons un coût exorbitant avec une plateforme qui était ailleurs. Sinon, qui n'était même pas logée chez nous au Burkina Faso, et avec des TPE, des terminaux de vérification, tout, qui quand ça se gâte, c'est à l'extérieur, il faut aller. Le temps, justement, ça a augmenté la longue file d'attente, parce qu'en ce temps, il faut encore repartir au ticket. Ouais. Donc, c'est dit qu'il fallait, de façon processuelle, voir qu'est-ce qui sera adaptatif pour ne pas avoir une grogne, un mécontentement des étudiants, et pour ne pas aussi les frustrer dans ce qui est très fondamental, la nourriture. Donc c'était à la suite de tout ça, nous sommes arrivés de plaques de tickets falsifiables, parce qu'il faut même contrôler les prestataires de services. Quelqu'un qui contractualise avec vous, hein, et qui a un montant minimum, un montant maximum, si vous ne faites pas attention avec les tickets qu'on appelle en photocopie à volonté, vous vous trouvez en excédent. Vous ne contrôlez plus vos dépenses. Alors que, qu'est-ce qu'il y a? Le Minifit, vous avez entendu parler de Minifit. Nous sommes contrôlés et nous avons notre CA, et d'autre part, parce que tout ça c'est des instances qui contrôlent. Donc pour rendre compte au Minifit et espérer même augmenter des plats demain, il faut d'abord que nous ne soyons pas en déphasage. C'est ce qui a expliqué le souci du premier responsable, tout comme du ministère, tout comme de CENO, là, à aller vers un système de digitalisation. Alors, dans ce processus-là, ce n'est pas seulement du côté des étudiants qu'on a des mécontents. On a reçu sur ce plateau M. Ludovic Traoré, voilà, qui dit avoir eu un contrat avec vous, en tout cas ce qu'on a pu entendre. Il est de quelle société? Cactus Technologies. Ah, voilà, qui était en contrat avec vous. Vous avez changé de prestataire, et selon ce qu'il a été dit, il n'y a pas eu d'accord là-dessus. Finalement, parlez-nous de ce contrat-là, et puis qu'est-ce qu'on peut retenir? Monsieur le Président du tribunal, j'avoue que je suis très content d'être devant le Président et devant les juges au siège, pour vous dire que, personnellement, l'administration est une continuité. Et dans cette continuité, la question de Cactus est en justice. J'aurais attendu. J'ai commencé à vous suivre justement à partir de cette affaire de Cactus, de votre émission de Cactus. Donc ça veut dire que vous maîtrisez bien le sujet? Oui, en tant que premier responsable, mais le sujet est au niveau judiciaire. Donc nous vous demandons à rester à l'écoute et être fiable à notre justice pour cette question. Voilà. Mais en attendant, est-ce qu'on peut comprendre le dessous de cette affaire? Est-ce que vous étiez en contrat avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un prestataire. Mais si c'est un prestataire et que nous sommes en justice, ce que vous voulez comprendre, c'est dans les mailles de la justice. Je ne veux pas être en porte-à-faux avec tout le discours qui est entretenu à la justice. Vous connaissez ce que c'est que la justice, n'est-ce pas? Laissons la justice faire son travail, comme on le dit. D'accord. Juste pour moi. Parmi les appréhensions qui ont été soulevées par notamment ceux de l'université Norbert Zongo, parce que pour le moment c'est leur coalition, la coalition des syndicats de cette université, et qui a manifesté ces appréhensions ouvertes. Les autres, je n'en ai pas encore connaissance. Et donc parmi les appréhensions, c'est la défaillance du réseau qui fait inquiéter. Donc qu'un étudiant puisse arriver pour se restaurer à un problème de réseau, il est bloqué, alors qu'il tient une carte et puis un TPE qui a des problèmes de réseau. Alors, donc nous voulons comprendre cette technologie-là, comment est-ce que ça va marcher et comment est-ce que ces inquiétudes-là peuvent être levées. Merci, M. Bougma. Merci beaucoup. Ces inquiétudes sont levées. Le travail est itératif, c'est-à-dire qu'un travail technologique est itératif parce qu'il faut l'appliquer aux humains. Et donc, dans l'application aux humains, il y a des gens qui maîtrisent l'outil technologique et ils peuvent en souffrir même. Il y a des gens qui ont des outils qui ne sont pas tout à fait performants. Et effectivement, vous avez évoqué les questions du réseau dont nous tous nous savons. Donc, pour constat, vous savez qu'aujourd'hui, le porte-monnaie électronique est d'usage courant et adapté, tel que
Airtel Money, nous envoyons à nos enfants qui sont dans des universités, ça et là, de l'argent, c'est ce que je leur ai dit à Koudougou. D'Abidjan, ici, le traitement monnaie, Airtel Money est aisé, c'est Orange Money maintenant est aisé. Donc, nous avons, heureusement, au Burkina Faso, Orange Money, qui est des filiales externes, j'allais dire, mais nous avons Coris Money, qui est champion au Burkinabé, j'allais dire, en la matière, et nous avons Move, qui s'inscrivent dans ça, et qui sont des partenaires fiables dans la télécommunication au Burkina Faso, dans la monnaie digitale, j'allais dire, au Burkina Faso. Donc nous sommes en contact avec ces gens pour justement faciliter le processus d'achat électronique des repas. Effectivement, il y a un problème de réseau. Mais ce problème de réseau était quoi? En rappel, disons que depuis, qu'est-ce que je veux dire, depuis novembre 2020, les autres universités, depuis 2019, novembre 2019, nous avons 13 régions universitaires, donc 13 universités, et 10 universités fonctionnent sous Orange Money, dans un système qu'on appelle le CRESTO, 10 universités. Et ça marche, ça marche. Et il y a des problèmes tantôt de connexion. Il y a une équipe permanente et avec des équipes relais dans chaque comment on appelle ça, services mobiles tels que Orange Money, etc., qui nous appuient pour faciliter justement les levées les boulots d'étranglement quand il y a blocage. Donc nous avons mis au sein de CENO une direction, ça existait déjà, une direction comment on appelle ça, de l'informatique qui joue ce travail-là. Et cela, nous avons formé le personnel dans les COU, c'est-à-dire les centres régionaux qui font cela. Nous avons formé des étudiants qui font le relais. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez à Padoua ou à Thomas Sankara ou à Bobo Dioulasso, ce sont les étudiants qui ont paramétré qui nous servent de relais. À Bobo, par exemple, pour revenir, les 10 régions, autres que Ouaga, Bobo, Koudougou, mangeaient déjà depuis 2019 et continuent à manger sous forme digitale. Maintenant, il restait à une phase active pour Ouagadougou et Bobo Dioulasso et Koudougou. Actuellement, nous sommes à plus de 15 200, la nuit là, à minuit, 15 235 qui sont déjà affiliés, parlant de 3 villes, et qui mangent et dont on sert plus de 5000 plats par jour, tout l'ensemble. Donc c'est quoi? Veiller à rester en vigile pour contrôler comment on appelle ça, les problèmes de réseau. Et ça, c'est le problème de réseau. Nous sommes, c'est évident, ça va en se perfectionnant. Mais nous sommes encore face à des jeunes. Et surtout face à la nourriture, quand ils y vont. Et c'est pas récurrent et interminable quand il y a un problème des réseaux. Je ne sais pas si je vous ai répondu. La deuxième question en lien avec ça, oui. La deuxième préoccupation, ils disent que le repas servi n'est pas proportionnel au nombre d'étudiants sur le campus, donc, et que la qualité du repas n'est pas bien. Je n'ai pas encore goûté ce repas, il y a longtemps j'ai goûté ça. Donc je ne peux pas rentrer. Voilà. Maintenant, ce qu'ils disent, non seulement il y a un problème de quantité, de qualité, et au lieu de régler cela, vous sautez pour faire de la digitalisation. Merci, monsieur. Et que tout cet argent de la digitalisation devait pouvoir servir à améliorer la qualité du plat et la quantité de plats servis. Monsieur. En fait, nos étudiants, dans une posture d'éducateur comme vous, je les comprends. Mais dites-vous que le plat est à 100 francs. Ça, c'est depuis que nous-mêmes on est étudiants. Je ne sais même pas si depuis... Et ce n'est pas le fait que ce soit à 100 francs. C'est-à-dire que par plat, l'État burkinabé subventionne combien? 500 francs. Parce que le plat entier, c'est 600 francs. Donc les étudiants burkinabés mangent à 100 francs. OK? Et avec un bon repas. Moi, comme vous aimez aller filmer, j'aimerais vous faire manger nos plats à Thomas Sankara. Apparemment, vous n'avez pas aimé notre incursion dans votre milieu? Non, j'ai aimé. Parce que c'est... Non, c'est... Nous, on aime filmer le train qui arrive en retard. Hein. Sinon, le reste, c'est la communication. Venez payer, on va aller filmer. Bon, c'est pour vous dire qu'en fait, vous voyez, c'est les jeunes. Hein. Oui. Et quand... ils ont raison. Si on peut améliorer... Vous savez, moi, j'ai apprécié le comportement des étudiants de Koudougou, par exemple. Ils n'attendront rien pour
pour se faire augmenter les plats et pour, en tout cas, trouver de l'argumentaire qui tienne, qui puisse toucher quand même notre sensibilité. Quand on dit que le plat n'est pas bon, mais écoutez, qui va laisser son enfant venir dans une université aussi importante que les nôtres et manger de n'importe quoi? Donc ça, c'est de bonne guerre. Mais nous vous assurons que, de façon continue, dans un souci justement d'une image positive de notre nation-là, nous n'allons pas laisser nos jeunes-là manger de n'importe quoi. Donc s'il y a, à ce propos, nous mettons quoi? Des comités de restaurants. Nous leur avons dit, ces plats qu'on incrimine là, les comités, c'est vous qui gérez. C'est genre des co-gestes, non? Donc, chaque fois, mentionnez comment on appelle ça là, les observations qui vaillent, et nous allons voir avec le prestataire là, s'il n'a pas respecté notre cahier de charges. Et je vous assure, si le prestataire qui ne respecte pas notre cahier de charges, vous allez l'entendre. Nous avons le droit, puisque le contrat c'est 1 an, nous avons le droit de le débouter. D'accord. Voilà. Et le professeur Dicko, quand il était DG du CNU, avait initié quelque chose qui finalement n'a pas abouti, sous son magistère en tout cas. Il s'agissait que pour certains services sociaux, la conciergerie et autres, que certains boulots de centres universitaires là reviennent aux étudiants. Bon, dans certaines universités, c'est comme ça. Au niveau du Burkina Faso, ce projet est à quel niveau? Ça, nous avons, je vais vous dire par exemple que nous avons des étudiants qui sont même chargés de nous accompagner en communication. C'est-à-dire que nous sommes tous dans cette veine. Mais vous savez, le SONU c'est combien? C'est 535 comme ça d'employés. 535 employés qui sont là et qui, certains même, rien que hier j'ai rencontré le syndicat, certains même chôment. Certains chôment. Donc, du point de vue social, ça ne tient pas. Donc, si vous en avez trop et que vous en créez, facilitez-les à se concentrer au boulot pour que nous puissions avancer. Sinon, nous sommes disponibles. J'ai des étudiants, je ne vais pas citer le nom, qui gèrent même des aspects de communication. Hein, parce qu'ils sont sortis de grandes écoles comment on appelle ça, de communication. D'accord. Juge, voilà, ça sera peut-être la dernière question. Oui, c'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. On aurait bien voulu avoir des verdicts à donner, mais bon. Moi, je permets d'abord un commentaire. Hein. Je sais qu'on ne peut pas ramener à compte courant de l'évolution des choses. Donc, la digitalisation, pour moi, c'est inéluctable. Parce que la plupart des personnes, des jeunes qui ont des craintes, ils reçoivent tous de l'argent par Orange ou quoi que ce soit, ou procèdent à certains paiements via ces plateformes, qui ont leur réalité et leurs insuffisances, ça on le conçoit. Maintenant, pour moi aussi, il ne faudrait pas oublier quelque chose. Vous parliez de la question des ressources qui ne sont pas forcément dans la dimension que vous voulez. Si on vous demande, vous allez vouloir plus, c'est clair. Donc vous êtes en train de rationaliser. Qu'est-ce que ça vous permet déjà de gagner depuis avec cette digitalisation? Je pense que ça aussi c'est intéressant à partager. Merci. Déjà, j'avoue qu'il nous plairait de vous manifester notre gratitude à voir que la digitalisation entre en droite ligne avec des exigences de fonctionnement en termes de paiement. Ça, c'est très important. Déjà constater que cette digitalisation-là a permis aussi à nos parents d'être en connectivité permanente avec leurs enfants. Déjà constater que c'est un travail difficile parce qu'il y a des dispositifs informatiques, etc., et logistiques qui peuvent... Mais déjà, avec la digitalisation, vous voyez, nous, à l'heure actuelle, à partir de 11h, les étudiants commencent à manger. Je sais qui mange où, à quelle heure il a pris son plat et quel est son nom et de quelle faculté il est. Je veux dire, donc on contrôle comment on appelle ça, les entrées et les identités. En même temps, au niveau comptable, notre agence comptable, en connexion avec les téléphonies mobiles, on nous génère rapidement les entrées financières journalières pour que nous puissions voir les choses, les écarts. Alors, docteur Sébastien Youbare, nous sommes au terme de cette émission. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre national des œuvres universitaires. C'est nous, avec vous, nous avons parlé de la question de la digitalisation des restaurants universitaires et d'autres missions. Hein. On a parlé de santé, de sport et culture.
malheureusement, nous n'avons pas eu votre lecture et votre position sur la question de Cactus qui nous tenait à cœur. Vous avez donné votre argument. Nous allons suivre ce dossier-là pour en tout cas avoir les tenants et les aboutissants pour les téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM. Merci d'être passé. Merci, messieurs les juges. Nous avons bouclé une semaine de convocation et de jugement. On se retrouve lundi pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.